Merci beaucoup, Éric, pour ton intervention. Souvent, on se pose la question à savoir, bon, quels sont les réels impacts du pétrole, des hydrocarbures sur les écosystèmes marins. Donc, j'inviterai en fait un chercheur assez important, Émilien Pelletier, que tout le monde connaît ici ce soir. Donc, ça fait longtemps qu'il s'implique dans le dossier des hydrocarbures dans le milieu du Saint-Laurent. Notamment, il a témoigné à nombreuses reprises dans le dossier en fait, de la catastrophe de la marée noire qu'il y a eu au large des îles de la Madeleine en 70, il faut s'en rappeler, avec encore les 200 000 sacs de BBC de pétrole qui restent dans les dunes des îles de la Madeleine. Donc, avec le cas de Irving Well. Donc, j'inviterai M. Émilien Pelletier bientôt. On va finir de brancher les... on va essayer la technologie, là. Une petite chanson? OK. Chantez-moi un slogan que vous chantiez tantôt. Petite chanson. Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Non à une marée noire. J'espère que ça ne fera jamais un succès, non? Mais faut... Ouais. Quand même bien. Non, mais ça va mieux avec une guitare habituellement. Parce que la voix, c'est pas. Oui, à Kakuna. Le beluga à Kakuna. Donc, officiellement, j'inviterai M. Émilien Pelletier à nous livrer quelques éclaircissements concernant les impacts des hydrocarbures sur la faune et la flore marine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, d'entrée de jeu, je dois vous dire que je suis même étonné de nombre de personnes qui sont ici ce soir et surtout du très jeune âge des gens qui sont là. Ça, c'est étonnant et extrêmement intéressant. Donc, j'ai regardé dans cette direction-là. L'implication des jeunes dans des questions environnementales, que ce soit celle-ci dont on parle ce soir, du pétrole, ou dans les autres questions environnementales, est cruciale parce que vous l'avez compris vous-même, puis les gens un peu plus âgés comme moi le savent aussi. La génération qui a 20 ans ou 25 ans, c'est effectivement votre environnement qui se prépare maintenant. Et il y a des décisions environnementales, des décisions en termes d'énergie, vous avez parlé des questions d'énergie, qui se prennent actuellement et qui malheureusement se prennent indépendamment de la population et des jeunes et des plus vieux. On a même parlé ce matin sur un autre sujet, mais les grandes décisions énergétiques du futur ne se prennent même pas dans les gouvernements. Même pas. Ils se prennent au 105e étage d'une tour où se trouve Exxon, où se trouve BP, où se trouvent les très grands investisseurs de l'énergie. C'est malheureusement ces grands décideurs et l'argent que ces gens-là possèdent qui vont, jusqu'à un certain point, marquer notre futur énergétique. Juste vous illustrer ça, on parle des biocarburants pour bientôt. Quelle sera la forme des biocarburants, puis quelle sera la source des biocarburants? Bien, je m'excuse, mais c'est Exxon qui décide, puis c'est les grands investisseurs qui décident parce que c'est eux autres qui ont en main les données qui vont décider si ça sera les microalgues ou si ça sera une autre source de matières premières pour faire les biocarburants. C'est même pas nos gouvernements qu'on peut évidemment blâmer de temps en temps sur des décisions qui sont douteuses. Ça se prend même encore plus haut. Donc, la seule façon d'influencer ces résultats-là, c'est évidemment des mouvements de population. C'est évidemment une population qui prend en main son avenir, si vous voulez, et puis qui pousse à des décisions, même contre les puissances monétaires dont je vous parle. Je pense qu'on peut amener une très grande compagnie, puis je pense que BP doit le savoir un peu maintenant, le prix que ça coûte de faire une erreur environnementale. On parle de 40 milliards que ça va coûter à BP pour l'accident du golfe du Mexique.
Et on sait par les enquêtes qui ont été faites, qui sont en train de se faire aux États-Unis, qu'il y a évidemment, ce n'est pas un accident comme ça qui était inévitable. C'est sûr que ça a été préparé par toute une série de négligences et d'erreurs qui ont été faites et qui ont mené à un accident absolument incommensurable dans le golfe du Mexique. C'est vrai, quelqu'un dans la vidéo tout à l'heure disait, bien, risque zéro, tout le monde, on voudrait bien y arriver, mais risque zéro, bon, ça reste un idéal, ça reste un niveau où il y a toujours un minimum de risque. Et les décisions qui sont à prendre sont en rapport avec l'évaluation de ce risque qui reste et surtout avec l'image qu'on se fait d'un environnement, qu'il soit marin ou qu'il soit terrestre. Donc là, je vais vous donner un peu pétrole 101, si vous voulez. On va regarder un petit peu c'est quoi la nature des risques, c'est pourquoi il y a des risques, parce que ça, je pense que c'est important. Et puis, on va déboucher un peu plus loin sur différentes approches qui sont aussi liées à la gestion. C'est pas juste là, je ne vais pas juste vous parler d'un peu de chimie ou d'organismes ou d'animaux qui peuvent mourir ou non du pétrole, mais on va aller un petit peu plus loin, on va dire sur quoi on peut baser, quelle est l'approche, quel est le schéma qu'on peut prendre pour aller soit vers un militantisme, on n'est pas tous obligés d'être des militants, on peut l'être, on peut ne pas l'être, ou vers un meilleur éclairage d'une population pour une prise de décision, comme les gens des îles de la Madeleine, par exemple, dont des décisions où comment dirais-je, les mouvements de population ou des communautés qui sont là ne sont pas si simples que ça parce qu'il faut effectivement ménager des apports économiques importants pour faire vivre une île ou un archipel. Puis il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut sacrifier ou non sacrifier par rapport à ça. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut discuter. Donc là, je commence avec mon pétrole 101. Et vous allez voir, on va commencer très à la base. Écoutez, c'est la seule image de désastre environnemental de pétrole que je vous montre. Vous en avez vu plus que nécessaire. Vous en avez vu tout l'été sur les réseaux de télévision. Et vous avez vu toutes les images du golfe du Saint-Laurent, du golfe du Mexique. Donc ça, c'est des accidents pétroliers qui sont passés un peu dans le monde. C'est juste une petite collection d'images que j'ai ramassées de temps en temps. Donc on s'arrête là pour les images, disons, engluées. Et puis on regarde tout simplement un peu c'est quoi les facteurs de risque qui sont liés avec les hydrocarbures. Et ce que je veux vous présenter, donc, les facteurs qui font que c'est plus de risque ou c'est moins de risque. Parce que ça va changer selon la nature de ce qu'on a entre les mains. Le premier facteur important, c'est la nature du pétrole qu'on va déverser, du produit pétrolier qu'on va déverser. On va voir un peu plus loin pourquoi c'est important, cette nature-là. Deuxième élément, c'est l'endroit, évidemment. C'est le lieu du déversement. Il va y avoir une variation importante du risque selon l'endroit qu'on va arriver à avoir un accident. Troisième facteur, je vous dirai pourquoi plus loin peut-être, c'est très important, c'est la température. La température des lieux, température de l'eau, température du sol, où il y a lieu un déversement. La saison joue un rôle très important, surtout pour nous autres où on a des différences de saison importantes. Et enfin, peut-être la résilience de l'écosystème qui va être touché. Donc, la nature D'abord, on va regarder les accidents antérieurs qui se sont produits dans le Saint-Laurent. Au fond, il faut dire qu'on a eu la chance de ne pas avoir d'accidents très importants dans tout le système Saint-Laurent depuis très longtemps. Un seul accident majeur, vraiment majeur, s'est produit dans le Saint-Laurent. Et ça s'est produit il y a longtemps, en 1970. C'est un pétrolier qui s'appelait le Harrow. Et c'est en Nouvelle-Écosse, c'est dans la baie de Chilabouctou. Et la quantité de produits qui avait été déversée, c'est 108 000 barils de Bunker C. 108 000 barils de Bunker C, en tout cas, si vous faites la conversion, ce n'est pas beaucoup par rapport à l'accident du golfe du Mexique. Ça, c'est relativement peu. Mais c'est du Bunker C. Le Bunker C, c'est un truc qui, pour vous donner une image, ça ressemble à de la mélasse. Et c'est transporté par des bateaux, c'est même utilisé, c'est brûlé par des moteurs. Donc, c'est un produit extrêmement lourd et extrêmement difficile à dégrader. Donc, ça fait en sorte que même si les volumes n'étaient pas énormes, il reste que c'était un accident pétrolier majeur. Et même aujourd'hui, si on va avec une petite pelle et puis qu'on va creuser dans l'un ou l'autre des marais qui a été infecté à cette époque-là, à peu près à 20 cm sous la surface, vous allez tomber en plein dans le Bunker C qui est encore là. Il est là pour encore des siècles. Est-ce qu'il cause encore des dommages à l'environnement? Peut-être pas ou relativement peu, mais pour ce qui est de sa présence, là, il est encore là.
L'autre accident, relativement mineur, mais qui a eu des conséquences importantes,